Face à la pénurie de composants, Apple tente d'assurer la production d'iPhone 13 d'ici Noël en sacrifiant la gamme iPad. Le nombre de tablettes Apple sorties des usines depuis 2 mois a chuté de 50% et Apple appelle ses clients à faire leurs courses de Noël dès maintenant. Ne surtout pas attendre décembre, comprenez, il n'y en aura pas pour tout le monde. Apple One en version premier, disponible en France ou presque, un seul abonnement pour toute la famille, avec le meilleur des services en ligne d'Apple, les séries, la musique, les jeux vidéo, le maintien en forme et 2 Tera de stockage partagés sur iCloud+. Jusqu'à 6 membres de la famille peuvent en profiter, alors à 28,95 €, bonne affaire ou pas, on va en discuter. Le retour de Ma Maison Connectée avec François et de nouveaux bruissements à propos d'un HomeOS dédié à la domotique. Et puis le tuto audio de la semaine, comment faire la différence et quelle différence d'ailleurs entre SMS et e-message. Je vais tout vous expliquer sur les messages en bleu et en vert. Déjà 10 numéros d'iWeek, la semaine Apple, le podcast derrière nous, et déjà près de 100 000 écoutes en ce début de saison 2. Merci à vous toutes et tous d'être au rendez-vous chaque semaine du podcast de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. C'est parti pour l'épisode 63. Je suis Benjamin Vincent et je suis très heureux de passer ce moment avec vous et avec la team. Une équipe en mode vacances de la Toussaint aujourd'hui avec 2 absents, Élie et Jean-Christophe. On les excuse, mais heureusement, eux sont là. Eux, ce sont mes 3 camarades du jour. Salut François le Truédic. Salut Benjamin, très heureux de vous retrouver ce soir. On va essayer d'être aussi complet que possible et puis on va voir si on arrive à faire moins longtemps quand Élie et Jean-Christophe ne sont pas là parce qu'on a beaucoup blagué sur notre conversation WhatsApp, donc je suis curieux de voir si on va se tenir à l'heure que théoriquement on est censé faire. J'en suis sûr. Salut Gilles. Salut Benjamin. Ah, tu as une mine superbe aujourd'hui. C'est gentil, une mine de quoi, je ne sais pas, mais je prends le compliment quand même. Écoute, tu as le teint frais, tu as la barbe taillée de près et l'œil vif. Donc, je suis très heureux que tu sois là. On parle même pas du reste. Bon, et salut Fabrice Neumann. Salut Benjamin, salut Gilles et François. Très heureux de te retrouver dans iWeek. Très heureux aussi, merci de l'invitation. Et donc, si j'ai bien compris le commentaire de François juste avant, il va falloir que je sois très bavard pour compenser l'absence de Jean-Christophe et d'Élie. On va voir si j'y parviens. C'est exactement ça. On se disait effectivement que sans Élie, je parle même pas de Jean-Christophe, on ferait sans doute 1 heure pile pour une fois. On est un peu mauvaise langue. On embrasse Élie, on embrasse Jean-Christophe. François, Ma Maison Connectée est de retour aujourd'hui. Bah oui, j'ai quelques petites actus, quelques petites nouveautés, et puis il y a des tests à venir. J'ai eu l'occasion de recevoir un produit Ikea que je vais m'atteler à tester. Je suis un peu à la bourre, les semaines sont assez chargées, mais je vais essayer de vous préparer ça pour la semaine prochaine, ou au plus tard dans 15 jours, et puis j'ai d'autres produits qui devraient arriver. Donc voilà, ça commence à s'activer un peu, et puis je ne désespère pas d'avoir un nouveau terrain de jeu un peu plus grand dans les quelques mois qui viennent. Donc je pense que ce jour-là, j'aurai plein de trucs à vous partager, parce que le jour où il y aura un peu plus de pièces, je pense qu'il y aura un peu plus de domotique aussi. Mais écoute, ce sera toujours avec plaisir, tu le sais. Beaucoup d'actu aujourd'hui dont on va parler tous les 4. Du nouveau du côté d'Apple One, avec une offre premier qui est là, mais pas vraiment. On va vous expliquer pourquoi. Et puis la pénurie de composants et ses multiples conséquences sur Apple, ce sera l'info de la semaine dans quelques instants. De mon côté, je vais vous faire 2-3 rappels sur la différence entre SMS et e-message. Je sais, ça semble évident, mais en fait, pas tant que ça. On verra tout à l'heure ce qui différencie les deux dans le tuto audio de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à iWeek, la semaine Apple, le podcast, sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, Deezer, Google, Podcast Addict, TuneIn et les autres. Et Apple Podcast, bien sûr, où vous pouvez déposer un avis, quelques mots bien à vous et une note 5 étoiles, ce serait mieux, bien sûr. Si vous aimez iWeek, essayez i5, notre nouveau podcast quotidien, le premier podcast quotidien d'infos indépendants sur l'actu Apple. 5 infos, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, avant midi, quand tout va bien,
pour un tout petit abonnement, 3,99€ par mois, sans engagement et avec 3 jours d'essai gratuit. L'essentiel de l'info Apple dans vos oreilles, c'est chaque jour du tout chaud à écouter dans le bus, dans le métro, en faisant vos courses, en attendant chez le dentiste, où vous voulez. Et sur Twitter, suivez-nous @i5fr. Tu nous écoutes où, toi, Fabrice, quand tu écoutes i5 ? Alors, pas chez le dentiste, parce que en général, c'est pas le bon endroit. Cela dit, je parle beaucoup de tech avec mon dentiste. C'est chouette, à chaque fois que j'y vais 2 fois par an, et Tu vois on parle de techno et d'Apple Watch et tout ça. Et bah voilà, tu vois. Donc, je vous écoute dès que ça sort, quoi, en gros, parce que j'ai une alerte, et du coup, voilà, je peux me faire ma pause de 5 ou 10 minutes en écoutant i5, pardon. Eh ben génial, continue comme ça, merci de ta fidélité aussi en tant qu'auditeur et abonné d'i5, cher Fabrice. Suivez aussi iWeek sur Twitter @iWeekNews, et pour échanger avec nous, utilisez le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple. Enfin, nous soutenir, hyper important, vos dons nous permettent de continuer iWeek, la semaine Apple, le podcast, et de voir plus grand. Pour nous aider, vous aussi, on a besoin de vous, hein. Allez sur patreon.com/iWeek à partir d'1,50€ par semaine. Merci à nos contributeurs, ceux qui sont déjà là, et merci à vous qui allez les rejoindre, cette communauté essentielle et super fidèle. Dans quelques minutes, ma maison connectée avant le JT de la semaine, mais tout d'abord l'info de la semaine, les multiples conséquences de la pénurie de composants pour Apple. À tout de suite. Le calendrier s'accélère à maintenant moins de 2 mois de Noël, et la pénurie de composants a de vraies conséquences aussi pour Apple. On va en discuter tous les 4, mes amis. D'abord, on va revenir sur l'annonce des résultats trimestriels. C'était il y a une semaine pile. Tim Cook a reconnu que la pénurie de composants a fait perdre à Apple 6 milliards de dollars sur ce trimestre. C'est un manque à gagner, de l'argent qu'Apple aurait pu ajouter à son chiffre d'affaires. 6 milliards, ça veut dire que cette pénurie, elle a de vraies conséquences sur des produits qui ne sont pas en rayon, qui ne sont pas sur l'Apple Store, qui vont aussi manquer chez les clients. François ? C'est vrai que quand on voit les délais de quasiment tous les produits sur l'Apple Store, on se rend compte qu'il y a des délais sur tout. Vous commandez une Apple Watch aujourd'hui, elle arrive début décembre. Vous commandez un iPad, c'est à peu près pareil. Certains MacBook Pro, on va même un peu plus loin. On sent vraiment qu'Apple est fortement pénalisé, mais je pense comme à peu près tous les constructeurs dans tous les domaines qui ont besoin de ce type de composants. C'est le cas des voitures, c'est le cas de vraiment plein de fabrications. Apple, 6 milliards, ça paraît énorme maintenant à l'échelle d'Apple. Ça représente quand même un petit pourcentage, un menu pourcentage dirons-nous, mais l'avantage pour Apple, c'est que les chiffres sont très très bons en dehors de ça, et donc du coup ça permet d'avoir un bilan qui est quand même hyper positif. Maintenant, clairement, je pense que le délai, certains clients doivent ne pas commander du coup, en se disant bah ouais, mais les achats compulsifs, je pense en particulier à ça, et au moment de Noël, on va aussi être dans la période des achats compulsifs, et peut-être que certaines personnes vont se dire bah non, tiens, cette année, je vais pas offrir une Apple Watch, parce que le délai de livraison est hyper long, et je suis pas sûr de l'avoir pour Noël, quoi. Je pense que de ce côté-là, ça risque d'avoir des conséquences, et on voit bien que le retour à la normale, il est quand même hyper long à se mettre en place, voire même on a le sentiment que c'est en train de s'aggraver au fur et à mesure des semaines. Tim Cook, avec son échange avec les analystes, n'avait pas l'air très très inquiet sur cette évaporation des achats potentiels. Les gens, en général, remettent... C'est quelque chose qui est fréquent, pour ne pas dire habituel, au moment du trimestre de Noël, des commandes qui ne sont pas servies et des livraisons, des achats qui sont reportés sur le trimestre suivant, le trimestre du mois de mars. Ce qui est très étonnant, ce qui est très particulier cette année, c'est que ce sont les composants les moins pointus qui manquent parce que tout le monde en veut. Ordinairement, il y a une tension sur les composants de pointe, ceux qui font la différence. Et Apple est devenu, depuis l'iPod,
mais au fil des décennies, très habile à ce jeu, en accaparant les composants différenciants. Là, ce sont les composants ordinaires dont tout le monde a l'usage qui deviennent rares et difficiles à se procurer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on va en parler, je crois, un petit peu plus tard, c'est pas tellement l'iPhone qui est impacté par cette pénurie de composants, mais l'iPad qui utilise traditionnellement des composants qui sont beaucoup plus banalisés et qui sont en place depuis 1 an, voire 2 ans. Fabrice, au rythme actuel, Apple fait entrer environ $1 milliard de chiffre d'affaires dans ses caisses chaque jour. Donc ces 6 milliards, ça fait une petite semaine, ça représente une petite semaine. On avait l'impression qu'Apple, avec sa force de frappe et ses moyens de payer aussi des composants plus chers en temps de pénurie, passerait à travers cette crise. En fait, Apple est touché, peut-être moins que les autres, mais comme les autres. Oui, effectivement, comme les autres. Alors, petite anecdote, c'est que effectivement, ça touche d'autres constructeurs, distributeurs. Avec des clients, on a acheté des PC Dell et on a vu aussi que les dates de livraison étaient pas avant décembre, en les achetant il y a quelques jours, là, fin octobre. Donc ça touche un peu tout le monde. Pour ce qui est d'Apple, c'est vrai, il me semble que vous évoquiez là, les 20 ans de l'iPod, et puis ça a commencé avec ce petit disque dur d'1,8 pouce là, la semaine dernière. C'est là que Apple a commencé à faire ses courses en achetant tout. En achetant, alors si je me souviens bien, tous ces petits disques durs et ensuite toutes les mémoires flash, ou presque tout en tout cas, pour faire ces iPods. Il me semble que, cela dit, Apple a fait à peu près la même chose pour les composants plus pointus, pour rebondir sur ce que disait Gilles, et que ils sont un petit peu gênés pour les choses qu'ils maîtrisent pas ou moins. Je me demande si ça va pas avoir comme effet de pousser Apple à essayer de maîtriser encore plus la totalité de la chaîne. On dit souvent que la force d'Apple, c'est de maîtriser le logiciel et le matériel. Est-ce qu'ils iraient jusqu'à sponsoriser des fabricants de petits composants dont ils ont besoin aussi pour l'iPhone et le reste ? Je me demande, pas de les fabriquer eux-mêmes et pas de les concevoir, mais de sortir encore une fois le chéquier qu'on sait très, très, très puissant chez eux pour rafler tout, parce qu'ils ont besoin. Il manque 6 milliards, il rate 6 milliards de ventes ou de chiffre d'affaires. Pour eux, c'est donc pas grave, évidemment. Cela dit, je pense qu'ils vont aller les chercher quand même. Gilles ? Je suis d'accord avec ce que dit Fabrice, hein, sortir le chéquier pour acheter d'avance, quitte à sponsoriser les nouvelles lignes de production. Ce qu'ils ont fait avec Samsung, hein, clairement, pour la mémoire NAND au niveau de l'iPod Flash. Moi, je me demande, tu parlais des 6 milliards et de la petite semaine de manque à gagner. Moi, je me demande qui est le plus à plaindre d'Apple ou des agenciers, des journalistes qui n'attendent même pas la fin des résultats pour titrer que Apple a perdu 6 milliards de dollars, alors que c'était juste 6 milliards de dollars de manque à gagner sur des résultats qui étaient records par rapport à un dernier trimestre de l'année calendaire, quoi. Même si c'était légèrement inférieur aux prévisions. C'est ça. À cause des 6 milliards, on va dire. À cause des 6 milliards, et l'action a perdu 4% le lendemain. Enfin, c'est... On peut donc absolument en conclure très vite que Apple est perdu, que faut qu'il s'arrête. Voilà. Du temps de Steve Jobs, ça ne serait pas produit. C'est ça. Bon, alors on a appris une info assez étonnante cette semaine. C'est qu'Apple, il y a presque 2 mois, a fait un choix stratégique. N'ayant pas assez de composants pour fabriquer à la fois la quantité d'iPhone prévue jusqu'à Noël et la quantité d'iPad prévue jusqu'à Noël, Tim Cook a dit tant pis pour les iPads, on met tous les composants
sur les iPhones. Je simplifie, mais c'est en gros ce qui s'est passé. Du coup, la production d'iPad a diminué de 50% ces dernières semaines. L'iPhone est vraiment le produit stratégique, peut-être celui sur lequel Apple a aussi la plus grosse marge. C'est le plus stratégique dans la perspective de Noël, les amis. François. Je pense que clairement, c'est stratégique pour Apple. L'iPhone, c'est le fer de lance, c'est quand même ce qui représente quasiment la moitié du chiffre d'affaires d'Apple. Ça paraît logique. En plus, on parle énormément de pièces comme le modem. Les iPads 5G, c'est pas le modèle le plus vendu non plus. Donc je pense que sur l'iPad classique, ça a peut-être moins d'influence. Maintenant, c'est un choix et je pense qu'Apple a raison. L'iPhone, c'est clairement ce qui va se retrouver sous le sapin. Donc voilà, stratégiquement, il faut faire des choix de toute façon. Et après, ils auraient peut-être pu sacrifier aussi l'iPhone mini. Quoi ? Qu'ai-je dit ? Non, un iPhone qui se vend pas, ça aurait pu être une solution. Gilles, est-ce qu'on imaginait qu'un jour, Tim Cook devrait sacrifier un produit au profit d'un autre, entre guillemets ? Non, parce qu'ils nous ont habitués à avoir des approvisionnements pléthoriques. Quand ils voulaient quelque chose, justement, ils sortaient le chéquier, comme disait Fabrice, et ils avaient ce qu'ils voulaient. Il y a pour compléter ce que disait François, il y a une question de tendance aussi. La position de l'iPad en tant que leader du marché maintenant, bien installée, bien établie, depuis au moins 1 an et demi, depuis 5 ou 6 trimestres. La compétition, en revanche, au niveau de l'iPhone est beaucoup plus serrée. C'est un produit où Apple marche beaucoup et la tendance est à la hausse. Donc, il faut pas casser le trend et la dynamique de gain de part de marché qui est en place là. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut le lire. On ne sait pas si ce choix au détriment de l'iPad affecte aussi les modèles non cellulaires, mais on a quand même vu les délais pour l'iPad mini 6 s'allonger depuis à peu près le moment où il est sorti, François. Ouais, justement, par curiosité, je suis allé voir, et là, si vous voulez un iPad mini 6 cellulaire, le modèle 256, c'est annoncé en livraison de 4 à 5 semaines, quoi. Donc ça va commencer petit à petit à être tendu pour Noël, hein, parce que Noël c'est dans 7 semaines à peu près, 6 semaines et demie, 7 semaines. Maintenant il y a de la dispo, là si je regarde, l'Apple Store d'Atlantis en dispo, donc vous pouvez aussi regarder de ce côté-là, et c'est ce qui t'est arrivé toi Benjamin pour le MacBook Pro. Exactement. En se montrant insistant et patient, il peut y avoir de la dispo, quoi. Eh ben écoute, je fais cette parenthèse sur le MacBook Pro. Comme vous le savez, on l'a dit, quand on commande son MacBook Pro aujourd'hui, on a des délais qui nous mettent à minima fin novembre et le plus souvent en décembre, voire je me demande s'il n'y a pas des modèles qui sont déjà annoncés pour le mois de janvier, début janvier. Il se trouve que moi, en triturant les options de configuration sur l'Apple Store, je suis tombé sur une config. Il y en avait 2 en fait, mais je suis tombé sur une config qui était dispo sans délai dans 2 Apple Store à Paris. Et donc je l'ai commandé le soir à 22h et le lendemain matin j'allais le chercher à l'Apple Store. Alors que en livraison c'était 5 ou 6 semaines de délai. Elie nous expliquerait bien qu'il y a plusieurs types de canaux de distribution. Il y a le canal d'Apple en direct sur l'Apple Store. Il y en a un autre pour les magasins, pour le retail. Et puis il y a les grossistes qui sont pour les APR qui se fournissent sur les 2 auprès d'Apple et auprès des grossistes. Et en jouant sur les différents types d'approvisionnement, on peut avoir satisfaction. C'est ce qui s'est passé pour moi pour le HomePod mini, où il y avait des délais de plusieurs semaines l'année dernière sur l'Apple Store, et j'ai pu l'avoir en quelques jours chez eConcept, qui est l'APR du Sud-Ouest et que Fabrice connaît bien, je pense. Mais c'est pas nouveau, hein. Au moment des difficultés pour se procurer
l'iPhone 3G ou le 3GS, on est donc en 2008 là, j'avais pu l'avoir dans une boutique de photos qui appartenait à Orange, alors que dans les boutiques Orange, c'était très très difficile de se les procurer, ou même auprès d'Apple. Mais là, dans le cas du MacBook Pro, je pense qu'il y a... Je sais pas combien il y a de configurations différentes possibles des MacBook Pro pour chacun des deux modèles 14 et 16 pouces. Il y en a sans doute, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine, ou peut-être plus d'ailleurs. Si on mixe le stockage, la RAM, le chargeur pour le 14 pouces, rapide ou pas, il y a plein de paramètres. Il y a deux configurations qui étaient dispo en retrait à l'Apple Store. Il y avait donc le 14 pouces M1 Pro 10 CPU et 16 GPU en 16 Go de RAM 1 Tera. Et l'autre modèle, c'était le M1 Max avec 32 GPU, 64 Go de RAM, 2 Tera de stockage. Donc là, c'était le gros modèle. Le tout pour la modique somme de 3 600 €, non, c'est ça ? Alors le premier 2749, le deuxième 4589. Voilà. Mais il y avait quand même le modèle à 2700. Voilà. Et donc il y a beaucoup de configurations en CTO, donc en configuration à la demande sur l'Apple Store, mais j'imagine qu'Apple identifie parmi tout cet éventail de possibilités 2, 3, 4 configurations en se disant que ça va être sans doute les plus demandées, et donc celles-là sont dispo en retrait dans les Apple Store. Donc avec un petit peu de chance. Elles sont fabriquées d'avance, elles sont poussées dans le pipeline et elles sont dispo dans les canaux de distribution. C'est ça, c'est ce qui s'est passé, donc voilà, coup de chance. Donc ça vaut toujours le coup de checker quand même. Sur un coup de chance, ça peut marcher. Jouez aussi sur les endroits, les lieux. Si vous êtes dans une grande ville, si vous avez plusieurs possibilités de vous êtes retrait. gâté à Paris. Hein. À Paris, on est gâté, mais voilà, testez bien tous les arrondissements. Il peut y en avoir dans un Apple Store et pas dans un autre. En tout cas, c'est tendu, et c'est pour ça qu'Apple recommande officiellement de faire ses courses de Noël dès maintenant. Parce que le mot d'ordre, c'est il n'y en aura pas pour tout le monde, et surtout pas au mois de décembre. Fabrice ? Oui, bien sûr. C'est à se demander s'il ne va pas y avoir de nouveau des files d'attente devant les magasins, comme justement au lancement des premiers iPhones auxquels Gilles faisait référence. Là, du coup, il y avait aussi des contraintes d'approvisionnement assez fortes. C'est quand même pas la première fois que ça se passe pour Apple et pour les autres. Pour Apple, on en parle un peu plus souvent, forcément. Là, les conditions sont naturellement particulières, donc ça touche vraiment tout le monde. On parle aussi des problèmes d'approvisionnement dans l'industrie automobile, beaucoup, par exemple. Le fait est qu'il y a eu déjà des problèmes des contraintes d'approvisionnement pour les iPhones, pour les AirPods aussi, quand ils sont sortis, c'était pas facile d'en trouver au début. Donc il y en a eu. Et à chaque fois c'est pareil, c'est ce que tu décris, c'est ce qui m'est arrivé aussi pour le MacBook Pro qu'on a pris pour mon épouse. On est allé le chercher. Alors malheureusement je l'ai pas trouvé moi dans l'APR de Toulouse. Manu Militari, tu veux dire? Presque, mais on a fait plusieurs endroits. Donc on est allé chez iConcept à Toulouse, et puis ils n'avaient pas le modèle qu'on souhaitait. On est allé chez Boulanger, ils n'en avaient pas. On est allé chez Darty, ils n'en avaient pas. On est allé à la Fnac, ils en avaient 3. Et juste pas 3 modèles différents, 3 unités quoi, du même modèle, du modèle d'entrée de gamme qui était celui qu'on voulait. Je m'empresse d'ajouter les guillemets qui vont autour de entrée de gamme dans ce qui concerne le MacBook Pro, mais
Le moins cher, quoi, tu veux dire. Le moins cher des MacBook Pro, qui est donc une machine absolument formidable, mais c'est pas le sujet. Voilà, mais ça s'est déjà produit quand même dans l'histoire d'Apple et d'approvisionnement des produits, des appareils différents. On l'a déjà vécu quand même. Comment ça va se présenter et comment ça va se passer, à votre avis, les 8 semaines, les 7 semaines d'ici Noël là? Est-ce qu'on va se retrouver dans 15 jours, 3 semaines, avant la fin novembre, avec des produits qui manquent tout simplement? Je pense que clairement, c'est ça. C'est ce qui va se produire. Et on va avoir droit à des chasses. On va avoir droit à des chasses au trésor sur les réseaux sociaux, presque des trucs sous le manteau. Tiens, j'en ai un, t'en veux. Voire peut-être qu'on va aussi en trouver avec des prix qui flambent sur eBay, comme ça se produit de temps en temps. Comme la PS5. Ouais, absolument. Ça me donne des idées. Tiens, peut-être qu'il faut que je revende le mien. Gilles, comment tu vois ça, toi? Oui, il va y avoir du marché gris, comme on appelle, pas vraiment du marché noir, parce que ça reste quand même des produits éligibles à la vente, mais il y a des petits malins qui vont essayer de se croire plus malins que les autres, et ils risquent de rester avec les produits sur les bras. Maintenant, ça n'est que de l'électronique, et les Chinois, par exemple, voire les Anglais se voient conseiller de stocker, eux, de la nourriture, par exemple, pour les semaines qui viennent, ce qui est nettement moins rigolo, quoi. Bon, en tout cas, voilà, cette pénurie, elle a de vraies conséquences, y compris pour Apple. Et c'était l'info de la semaine, on voulait vous en parler. Dans un instant, la domotique sauce HomeKit, ma maison connectée, avec François. Ma maison connectée, le retour, François. Ça fait plaisir de retrouver un peu de domotique dans iWeek. Merci, c'est gentil. J'ai 2 ou 3 petites news à vous partager ce soir. Alors la première, les gars, vous cherchez pas un nouveau travail? Oh, toujours. Toujours, ça vous intéresse? Si vous voulez, il y a un job qui vient de s'ouvrir à San Diego, si ça vous intéresse. Ah. Si vous voulez devenir iOS UI Engineer pour Apple Music. Ça vous intéresse ou pas? Non. Alors, c'est pour de l'interface graphique, mais le nouveau abonnement pour Apple Music, c'est sans interface, ça se fait à la voix, alors ça va pas du tout. Bah oui. C'est l'interface utilisateur. Donc, est-ce qu'ils vont améliorer Siri? Est-ce qu'il y a autre chose? Je pensais que c'était un boulot pour Apple Podcast, moi, que tu nous proposais, parce que là, il y a vraiment du travail. Bah non, hélas. Mais la vraie question que vous êtes censé me poser, mais vous l'avez pas posée encore, mais je vais la poser du coup. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans ma maison connectée? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Exactement. On s'est dit que tu es gouré de cases, en fait. Eh ben non, pas du tout. Parce que dans cette annonce, on voit apparaître un terme qu'on avait entendu juste avant la keynote de la WWDC au mois de juin. Je sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé de HomeOS. Et on s'était dit, tiens, c'est étonnant, ça avait figuré sur des bêtas, si je dis pas de bêtises. Et on s'était dit, tiens, c'est marrant, est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un nouveau système d'exploitation pour la partie domotique? Et en fait, sur la fameuse annonce dont je vous parle, qui est disponible sur le site d'Apple, qui date du 12 octobre, et dedans figure le terme HomeOS. Why not? Moi j'y crois sans doute d'ailleurs peut-être plus pour le HomePod, parce que finalement on sent bien que le HomePod c'est vraiment c'est en train de devenir le hub du numérique de toute la domotique chez Apple. Finalement, est-ce que ce serait pas le nouveau nom du système d'exploitation pour le HomePod? Après tout, ça pourrait arriver. Maintenant, ça paraîtrait logique qu'Apple développe son propre système d'exploitation pour HomeKit, et en fait il existe déjà, mais l'idée ce serait vraiment de lui donner un nom. On a iPadOS, on a iOS, on a macOS, après tout, pourquoi pas. On peut rappeler, François, que le HomePod mini joue un rôle très important en domotique, comme l'Apple TV, mais le HomePod mini est une porte d'entrée encore moins chère.
Ouais, il est une porte d'entrée moins chère parce que c'est vrai que pour 99 €, en fait, ça vous permettra d'accéder à votre domotique HomeKit de l'extérieur parce que je le rappelle, pour se connecter de l'extérieur à HomeKit, il faut avoir un hub, un pont Apple, donc ça peut être votre Apple TV ou ça peut être le HomePod ou les HomePod d'ailleurs parce que je pense que j'en vois un derrière la tête de Fabrice, si je dis pas de bêtises, il y a un HomePod mini. C'est vrai que moi j'en ai, je sais que Gilles en a, Benjamin en a, tout le monde s'est équipé de ce petit appareil vraiment pas cher qui a aussi l'avantage d'être compatible Thread. Ce qui est un gros plus, ce qui n'était pas le cas des anciennes générations d'Apple TV, ce qui est le cas aujourd'hui, mais qui n'était pas le cas des anciennes générations. Ouais. Et tu sais, je me suis refait un petit coup de musique hier, là, un peu à niveau élevé dans mon salon, avec 2 HomePod mini de part et d'autre du canapé. Ça envoie quand même. Hein. Il y a un effet de seuil en plus. Sur la qualité musicale, il faut, même sur une chaîne, mais sur le HomePod mini, c'est très vrai. Mais honnêtement, ils sont tout petits et je trouve que le son est excellent. Fabrice, ça te fait marrer, mais c'est vrai, non? Ouais. Non, mais je suis parfaitement d'accord. J'aime beaucoup le son que ça fait. C'est petit, c'est quand même assez abordable. Ça rend aussi ce service pour HomeKit. C'est compatible Thread. Ce sera probablement compatible Matter aussi quand ça viendra. Ça me paraît assez évident. Moi, j'aime beaucoup ce petit appareil. Pour ce qui est de HomeOS, ce qu'on peut espérer aussi, c'est que ça préfigure l'arrivée donc d'autres appareils qui soient compatibles, que ce soit la barre de son dont on parle, ou d'un HomePod éventuellement avec un écran, ou je ne sais quoi d'autre, hein, je sais pas, mais que du coup ce soit pas uniquement HomePod OS, mais que ce soit tout l'OS pour tous les appareils qui sont capables de rendre ce genre de service dans la maison. Il semble, j'ai envie de dire que une des démonstrations de l'implication d'Apple dans le domaine, c'est qu'ils ont quand même construit une vraie fausse maison pour leur démonstration, qui s'en sont déjà servis plusieurs fois dans leur démo vidéo, et que du coup ils ont quand même pas dépensé ça pour rien, dans une pipe. C'était tout du faux, je crois, la maison, tu sais, dans les keynotes. Ah, zut, on fait des miracles aujourd'hui, tu sais, en décor virtuel. Bon, François, on te rend la main pour la suite de ma maison connectée, parce que nous, on veut les autres infos. Et, attends, Gilles veut dire un mot, attends. Oui, c'est une idée qui est transversale. Chez Apple, c'était en 2003 ou 2004, j'avais sorti un brevet au moment où tout le monde n'était pas sur l'Office américain des brevets. On pouvait encore faire des trouvailles et s'étonner. Il y avait un brevet pour un hub numérique, mais destiné à la musique, au multimédia. C'était un truc assez particulier. La réflexion est là depuis longtemps. Il y avait un serveur domotique qui était dans les tuyaux, ils l'ont jamais sorti, mais un petit peu comme les piles, je ne sais pas si vous vous souvenez, les stacks dans l'interface pour montrer les documents regroupés, c'est resté pendant 10 ans ou 15 ans dans les cartons d'Apple jusqu'à ce que ça finisse par sortir et être utilisé régulièrement. François, la suite des infos. Eh ben, il y a 2 petites infos. Alors, vous savez, on commence à allumer nos chauffages, il fait froid un peu partout en France, et peut-être que si vous avez une chaudière à gaz, vous avez la hantise d'avoir une petite fuite de gaz, et la fuite de gaz, des fois, vous la sentez pas toujours très bien. Alors, logiquement, si c'est une grosse fuite, vous devez sentir l'œuf pourri, théoriquement, mais c'est pas toujours le cas. Donc, il y avait déjà un détecteur de monoxyde qui existait, qui était de la marque Fibrao, je sais pas si vous vous souvenez, Linus en avait parlé à une époque, et Netatmo vient d'en sortir un qui va être disponible d'ici la mi-novembre, donc je l'ai commandé pour pouvoir le tester, parce que j'ai une chaudière à gaz, et je suis particulièrement curieux de savoir ce que ça va donner. Et Xiaomi vient de sortir un modèle aussi, mais qui est à la spécificité, comme beaucoup de produits de la gamme Aquara, d'être pour l'instant disponible qu'en Chine, c'est-à-dire que si vous l'achetez et vous le faites livrer chez vous, il faudra sélectionner un serveur chinois. Donc voilà, sur ce type de produit, j'aurais peut-être pas trop tendance à faire confiance à la marque Xiaomi. Donc c'est pour ça que j'ai commandé le modèle Netatmo. Pour surveiller tes chaudières à gaz. Hein, moi, Faites gaffe, faites pas les cons quand même. C'est
C'est ça l'idée, voilà. Donc si la livraison se fait en temps et en heure, normalement ça devrait arriver pour la mi-novembre, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. J'ai déjà le détecteur de fumée Netatmo qui était vraiment très très bien, j'en suis entièrement satisfait. Donc voilà, potentiellement un produit de plus Netatmo à vous présenter dans les semaines à venir. Alors, voilà pour les petites actus de la semaine. Il y a deux caractéristiques moi, qui ont retenu mon attention sur ce détecteur de CO2, hein, c'est ça Oui. Non, de monoxyde de carbone. Ça. Monoxyde de carbone. C'est pas du CO2, alors, c'est du CO. Oui. C'est du C. Ah, c'est ça. J'ai jamais été très doué en physique. D'abord son prix, 99 €. Et puis son autonomie, 10 ans. 10 ans. Exactement comme le détecteur de fumée, changer c'est la pareil. pile ou rien du tout. Ouais. Là, ça, c'est pas mal. non, c'est pour ça. Mieux que le détecteur de fumée de monoxyde de carbone que j'ai, qui est un Nest, qui utilise 6 ou 8 piles, alors qui ressemblent à des AA, mais qui sont un petit peu, qui doivent être au lithium, je sais plus exactement ce que c'est comme type. Il faut que je les change une fois par an, quoi. Ouais, ça te coûte le prix du détecteur tous les ans, quoi. Pas loin. Merci François pour cette maison connectée qui vit, donc c'est bien, on est heureux. Tant que ça prend pas feu, ça vit. C'est ça. Allez, dans un instant, Pommes, le JT de la semaine. Et on commence par les premiers HomePod mini qui sont disponibles dans certains pays, comme les US, mais pas la France. Et oui, c'est triste, les nouvelles couleurs, on les a aux US, mais pas encore en France. Ça devrait arriver dans le courant du mois de novembre, théoriquement. Je suis curieux de voir s'il y aura du stock, parce que je pense vraiment que c'est un produit qui peut faire un carton, surtout chez les gens qui aiment la couleur, et les jeunes en particulier. C'est vrai que moi, juste pour le fun, j'ai limite envie de m'en prendre un orange, pour en mettre un dans la salle de bain, par exemple. Parce que je trouve que ça met de la couleur, c'est plutôt sympa. Donc il y a bleu, orange et jaune, hein, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Bleu canard. Le bleu est bien, hein. Moi j'aime bien le bleu, je dois dire. C'est passe-partout quand même, hein. C'est moins flashy. Il est à la mode. On peut le commander chez les APR, alors que c'est pas le cas encore sur l'Apple Store en ligne. Ah tiens donc. J'ai passé un coup de fil lundi quand ils ont été annoncés comme dispo sur l'Apple Store US. C'était pas le cas sur l'Apple Store français. Et par contre, j'ai passé un coup de fil toujours au même APR du Sud-Ouest qui m'a confirmé qu'on pouvait passer à commande sans garantie sur la livraison par contre. Alors tu as commandé quel modèle et en combien d'exemplaires ? Alors j'ai pas encore commandé de modèle. Je vais négocier, je suis tout seul là, je fais la confidence, je vais négocier un modèle jaune et orange pour j'ai un peu ces couleurs. On a un peu ces couleurs dans le séjour pour mettre de partir d'autre de la télé et moins solliciter la chaîne qui date des années 80. Et je commence à avoir un peu de scrupules à tirer un peu sur le vieil ampli Luxman. Eh ben, bon courage Gilles pour la commande et la réception de ces HomePod mini dans les semaines qui viennent. Et la négociation avec madame surtout. Apple One premier est arrivé en France depuis quelques heures. Alors en principe, on va tout vous dire, on l'a vu passer hier sur nos devices, hier mardi. Et puis, juste avant d'enregistrer cet épisode, on a voulu y retourner. Moi, j'ai voulu m'abonner et j'ai fait le tour de nous quatre. Ni Gilles, ni François, ni moi n'avons plus accès à l'offre premier, donc familiale la plus complète, d'Apple One. Qu'est-ce qui s'est passé, François ? Eh ben, c'est une bonne question. Là aujourd'hui, à l'heure qu'il est, moi j'ai pas de réponse. La seule chose, c'est que hier après-midi, j'ai vu passer la news, je me suis dit je vais y souscrire parce que moi j'avais l'offre Apple One classique plus un stockage de 2 Tera en plus, et je me suis dit plutôt que d'avoir 2 abonnements, je vais en prendre qu'un, et puis en plus j'aurai Apple Fitness pour faire du Pilate en version originale sous-titrée, ce qui va être très pratique, hein, on peut se le dire. Et puis j'ai voulu valider, et puis il me demandait Apple Pay, et j'avais un problème de validation avec ma carte bancaire, donc je me suis dit c'est pas grave, je ferai ça demain.
Et puis aujourd'hui j'ai testé, et puis l'option elle n'existe plus. Alors à un moment je me suis dit c'est peut-être moi qui déraille, et puis quand tu m'as confirmé que tu n'y arrivais plus non plus, je me suis dit c'est peut-être tout bêtement Apple qui déraille. Maintenant pour l'instant moi j'ai pas d'explication, alors je sais pas pour vous, mais je suis c'est assez étonnant, ça fait retard à l'allumage un peu. Gilles, tu as peut-être un petit élément de réponse ? Non, des fautes d'orthographe dans le sous-titrage, sinon je vois pas. En tout cas, il y a bien eu un communiqué de presse en français d'Apple France pour annoncer l'arrivée de ce pack premier d'Apple One. Mais si on retourne sur le site français d'Apple, là, à l'instant où on se parle, il n'y a que les 2 premiers packs historiques, donc le pack individuel et le pack famille, et pas le pack premier. Donc on va dire que c'est sans doute une question d'heures ou de quelques jours. Petit retard à l'allumage. Juste pour vous rappeler le principe, 28,95 € par mois pour tous les services dématérialisés d'Apple en version famille, et donc jusqu'à 6 membres d'une même famille sur un seul abonnement. Ça fait 5 € par personne pour profiter à la fois d'Apple Music, d'Apple TV+, d'Apple Arcade, de Fitness+, désormais dispo en France, sous-titré, et d'iCloud Plus avec 2 Tera de stockage partagé qui s'ajoute éventuellement au stockage dont vous disposez déjà peut-être sur iCloud. Voilà. Est-ce que dans l'absolu, on va dire que ça va arriver, c'est une question d'heure, mais est-ce que c'est une bonne affaire pour vous ce pack premier d'Apple One ? Quand on est dans l'univers Apple, franchement, moi je trouve que c'est vraiment bien. Avec un petit bémol pour l'offre française, c'est-à-dire que comme l'a fait remarquer François, effectivement pour Fitness+, le fait que ce soit uniquement sous-titré, ça pose vraiment un problème parce que il parlait du Pilates, on pourrait parler du yoga, on pourrait parler de tout ce qu'on veut. Donc les entraîneurs ils parlent anglais, donc si on parle pas anglais, du coup c'est quand même difficile à suivre. Et puis il faut être très souple. Bon, la souplesse, justement, le reste du service est très bien fait pour ça. Moi, je l'ai déjà utilisé, je continue à l'utiliser. Je trouve ça vraiment sympa. C'est très bien. Il y a autre chose qui manque pour l'offre française. Je parle de ça parce que j'ai la particularité d'utiliser un compte américain, donc je suis abonné à cette offre premium depuis plusieurs mois maintenant. Il y a Apple News Plus. Qu'on utilise pas mal numérique à la maison. Oui, c'est ça, et on l'utilise pas mal à la maison parce que, alors là encore, mais c'est pour les anglophones, c'est-à-dire qu'on a quand même accès à tout un tas d'articles et des magazines, des National Geographic, de Wired, etc. C'est quand même, on s'est aperçu, nous, en l'utilisant ici, que c'était vraiment bien, quoi. C'était même étonnant, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, j'avais un peu l'idée que c'est encore Apple qui essaye de nous mettre un truc en plus. Mais finalement, c'est des magazines que sinon j'achèterais pas, et j'y ai accès pour des fois lire un article ou un long article dans un magazine que je ne lirais pas sinon. Et c'est vraiment bien. Et ça me manque dans l'offre française, je trouve. Sur le côté bonne affaire d'Apple One en version premier, François, Gilles, vous avez un mot à dire ? Je rejoins complètement l'avis de Fabrice. Pour moi, c'est intéressant. J'étais abonné à Apple Music en version famille, puisque je le partage avec famille et amis, donc pour 15,99 € de mémoire. J'avais pris le forfait iCloud de 2 Tera, parce que c'est quand même pratique pour la sauvegarde. Voilà, j'ai mis mon dossier documents et mon dossier bureau dans le cloud, comme ça, si mon ordi reste au boulot, j'y ai accès. Et au final, ça me revenait à 26 €. Et c'est vrai, quand Apple TV Plus est sorti, je me suis dit... payer en plus, etc. Au final, pour ce prix-là, on a accès aussi à Apple Arcade, que je vais confesser n'avoir jamais lancé, alors que j'y ai accès depuis un petit bout de temps. Voilà, j'ai envie de tout y est, et c'est vrai que les séries Apple TV Plus sont vraiment bien, donc je trouve que le pack, vu le prix avec 2 Tera de stockage, voilà, c'est pas complètement déconnant. Et quand on voit aujourd'hui la part que prend les services dans le chiffre d'affaires d'Apple, ça va crescendo vraiment depuis quelques années, je pense que je suis pas le seul à y croire. D'habitude, quand on achète un produit chez Apple, on a 14 jours pour le rendre en bon état dans son emballage et être intégralement remboursé. Eh bien, depuis le 1er novembre, on va dire que ces conditions se sont largement assouplies, François.
Bah oui, vous allez pouvoir garder vos produits pendant 2 mois, les renvoyer jusqu'au 14 janvier. Je suis très déçu parce que j'ai reçu le MacBook Pro le 26 octobre, donc je vais pas pouvoir le garder jusqu'au mois de janvier, à mon grand désespoir. Mais voilà, après, j'ai un collègue qui m'a fort justement fait remarquer que c'était pas très bon pour mon empreinte carbone. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est uniquement pour vous, pour que je puisse vous faire part de mon opinion sur les produits Apple. Mais voilà, ça peut être l'occasion, si vous voulez tester un produit, de le tester en long, en large et en travers. Et puis, par contre, s'il vous plaît, gardez-le, quoi. Ça sert à rien de le renvoyer pour rien, entre guillemets, mais c'est un bel avantage. J'en avais bénéficié l'année dernière sur un iPhone 12 mini que j'avais gardé jusqu'à Noël. Et c'est vrai que c'est plutôt cool, quoi. Gilles ? Oui, non, c'était pour faire aller un peu François sur l'empreinte carbone. Non, c'est vrai, c'est un truc que je fais pas pour cette raison-là, parce que faire des allers-retours pour un produit qu'on sait qu'on va pas garder, mais c'est, comment dire, c'est ma manière à moi de faire un peu l'intégriste sur ce truc-là, alors que je suis pas vraiment très rigoureux sur d'autres. Donc, comme tous les amateurs de techno et d'électronique. Enfin là, c'est quand même quasiment de la location gratuite pendant 2 mois et demi. Ça fait partie des incitations de la vente sur Internet. Ils considèrent que c'est un cadeau, qu'on doit pouvoir faire les achats en avance. Il faut être logique, hein. Et donc, il y a une raison, c'est pas gratuit. C'est lié à Noël, c'est lié au délai aussi de livraison, etc. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Les achats de Noël à l'avance, et qu'on donne les cadeaux le 25 décembre, éventuellement le 6 décembre pour Santa Claus, mais on donne les cadeaux en général à Noël, et donc on déballe le 25 au matin, ou le 24 au soir, et on les rend s'ils ne conviennent pas, ou s'il y a un problème, on le rend le jour ouvré suivant. Donc, c'est la logique. C'est comme le renvoi des fringues par correspondance, ou depuis des dizaines d'années. Fabrice ? Il y a une certaine logique, si on revient sur ce qu'avait évoqué François tout à l'heure aussi, le fait qu'il y ait tous ces bruits de problèmes d'approvisionnement peut pousser les acheteurs à remettre leurs achats en disant ce sera trop long, etc. Et notamment pour ça, parce que si je l'achète maintenant, si ça va pas, etc. Donc c'est une manière assez intelligente, je trouve, de contrebalancer ça en disant bah si achetez-le quand même, et vous pourrez le rendre après Noël, donc c'est pas très grave. Après, si je me réfère à l'émission de la semaine dernière, ça veut dire que pendant 2 mois et demi, on a un niveau de stress très élevé. Je ne conseille pas ça pour le niveau de stress. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de faire ça j'avais fait ça pour. J'en avais pris le premier iPad Pro 12 pouces 9 que j'avais pris parce que j'avais fait un guide iPad quand je faisais encore des livres, et j'en avais pris un comme ça avec l'idée quand même de le rendre parce que ça coûtait assez cher. On n'avait pas pu me le prêter, celui-là, et quand j'ai voulu le rendre, il y avait une rayure sur l'écran et on me l'a pas repris, quoi. Donc bon, je l'ai revendu, du coup c'était pas très grave, mais voilà, j'ai beaucoup entendu le niveau de stress dans l'émission de la semaine dernière, et pour 15 jours, alors disons pour 2 mois et demi, ça me paraît très très exagéré. Mais Amazon fait ça depuis 10 ou 15 ans. Je me souviens d'avoir reçu un communiqué de presse du temps de Mac+, mais pas 2 mois et demi. Spécifiant que... 30 jours, c'est 30 jours Amazon. Non, au moment de Noël, il rallonge. Comme on pouvait faire les achats dès le début du mois de novembre, et que les objets non désirés seraient repris jusque début janvier. Profitez-en, mais faites quand même attention à ne pas endommager les produits, parce que vous aurez beaucoup de mal à vous les faire rembourser. En cas de réparation un peu longue, Apple jusqu'à maintenant prêtait des iPhone 8. Vous aurez désormais droit à un iPhone XR à la place de l'iPhone 8. Et ouais,
On sent que l'iPhone XR est en train de devenir un peu l'iPhone de référence. Et même en matière de reconditionné, on en voit de plus en plus, je trouve. C'est un iPhone qui commence à avoir quelques années quand même, qui avait la spécificité d'avoir un écran assez grand. Donc why not? Pourquoi pas? Maintenant, en reconditionné, moi j'aurais plutôt tendance à conseiller l'iPhone XS que l'iPhone XR, dans la mesure où l'iPhone XS, il a quand même un écran OLED, et ça fait quand même, je trouve, une grosse différence. Je trouve que ça a un autre effet quand même. Ça veut dire que c'est peut-être la dernière étape du passage à la nouvelle interface où le bouton disparaît. Et parce que si on confie son téléphone avec un bouton et qu'on se fait prêter ça, celui qui va se retrouver avec ça dans les mains peut être perdu un peu parce qu'il n'a pas encore l'habitude. Mais c'est la première fois que du coup, entre guillemets, on force la main avec la entre guillemets nouvelle interface qui était arrivée avec l'iPhone X. C'est la préparation vraiment de la disparition du bouton pour moi quand même, hein, complètement, sur tous les iPhones de la gamme Apple à relativement court terme. Et puis c'est le premier avec le 10, le premier vraiment de masse à intégrer le Neural Engine et cette nouvelle génération de programmes et d'OS. Et puis c'est peut-être aussi un moyen d'amener des utilisateurs qui sont encore sur des vieux modèles d'iPhone à, entre guillemets, la nouvelle génération. Ouais, Face ID. Face ID notamment. Et puis Apple fait comme les autres, ils gèrent aussi leur stock, donc c'est ça qu'ils ont sous la main. Alors voilà. Hein. Ce que j'allais te dire, il n'y en a plus. L'iMac 21 pouces 5 Intel tire sa révérence. 1 an de cohabitation avec l'iMac 24 M1. Ça suffisait pour le dernier modèle qui était encore au catalogue avec son Core i5 2,3 GHz et ses 8 Go de RAM. Apple vient de le retirer du catalogue. Reste encore l'iMac 27 pouces Intel. Ce sera peut-être le prochain d'ailleurs à passer au processeur Apple, ce grand iMac. Alors iMac Pro, 27 pouces, 30 pouces, 32 pouces, faites votre marché mes amis. Après, tu dis 1 an, mais le temps passe pas aussi vite que ça, Benji. Hein. L'iMac M1, il a été présenté au mois d'avril, hein, donc il y aura eu 6 mois de cohabitation. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est moi qui vois le temps passer très vite. C'est une étape de plus dans la transition, c'est donc normal. Il est temps que celui-là disparaisse. L'iMac M1 est formidable et puis c'est tout. Pour ce qui est du grand écran, donc il semblerait que donc 32 pouces ce sera pas le cas. 30 pouces on a des doutes. 27 pouces probablement. Faut vraiment avoir besoin d'un plus grand écran pour prendre un iMac Intel aujourd'hui quand même. Hein. L'acheter aujourd'hui, franchement, je conseillerais pas, quoi. C'est difficile à conseiller aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça, difficile. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Il faudrait être très timoré, voilà. Ouais. Est-ce que vous croyez que ce sera le prochain Mac annoncé, le grand iMac à processeur Apple? Moi, je verrais bien un duo iMac MacBook Air. Le nouvel iMac 27 pouces et puis le MacBook Air dans la foulée. Et le Mac Mini alors? Qui ça? On dit pas de mal du Mac Mini qui me sert à enregistrer cette belle émission. Non, je pense que le Mac Mini et le Mac Pro, moi je mise sur la WWDC. Ça se tient. Merci. Le Wi-Fi des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces est légèrement moins puissant que sur les modèles Intel. On parle bien de Wi-Fi 5 dans les deux cas. Et donc de 802.11 AC 5 GHz dans les deux cas. Mais sur les nouveaux MacBook Pro, le débit maximum n'est que de 1200 Mbps, 1 Go 2, au lieu de 1300 Mbps sur les derniers MacBook Pro Intel sortis depuis 2017. Bon, on va pas pinailler, hein. On verra pas vraiment la différence. Je me suis fait la réflexion. Oh tiens, c'est bizarre, c'est pas rapide. Je te crois pas. Tu as raison. Bon. Non, mais on parle de vitesse théorique maximum. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. En plus, en termes de Wi-Fi, si on arrive à chatouiller le gigabit, c'est franchement dans des conditions absolument idéales. On s'éloigne de la borne Wi-Fi de 3,50 m et on perd déjà une bonne partie. Enfin, ça n'a aucune espèce d'importance.
Il suffit que tu aies des voisins en plus. Tout autour, ils viennent te polluer un petit peu la diffusion de tes propres ondes. Voilà. Ah, les voisins, merci. Hein. Ouais. 6,5 millions de Mac portables vendus au troisième trimestre par Apple, c'est l'estimation de Strategy Analytics. Apple peut dire merci au M1 et au MacBook Air qu'on trouve aux US à moins de $1,000 hors taxe. Ça donne une part de marché de 10% pour Apple, plus 10% sur un an. C'est très loin de Dell, alors qui est troisième de ce classement, et dont les ventes auraient augmenté de 50% sur un an. Ça, c'est grâce à toi, tu as fait des achats chez Dell, Fabrice, tu disais, non? J'ai participé, sûrement. Mais Dell, qu'est-ce que c'est dans ce monde du PC. Enfin, c'est-à-dire qu'on parle d'Apple et des profits d'Apple et de tout ce qu'ils vendent. En termes de constructeurs, à part l'iPhone, ils sont quand même toujours... c'est un petit constructeur, malgré tout, hein, pour ce qui est des ordis. Donc c'est normal. Et quand il y a un gros boom parce que tout le monde travaille à la maison, tout le monde travaille sur un PC, globalement. Donc c'est normal. C'est vrai. Et Lenovo termine numéro 1 des ventes au troisième trimestre avec 23% de part de marché et plus de 15 millions de portables vendus. C'est 2,5 fois plus qu'Apple. Hein. Lenovo donc premier devant HP et Dell. Je peux mettre un petit bémol? Bah, vas-y, tous les bémols que tu veux, vas-y. Même un bécard. Petit à petit, Apple grignote des parts de marché et on a des parts à 2 chiffres maintenant, et le retour à la maison, le retour au bureau, au contraire, qui se fait pas si facilement que ça après le télétravail et le confinement, a vu massivement les employés en télétravail demander du MacBook Pro pour des raisons de facilité d'utilisation, et les DS6, qui est nouveau, céder pour des raisons de facilité de maintenance et de moindre taux de panne. Ils étaient moins emmerdés et c'était sur des machines sur lesquelles de toute façon ils n'auraient pas pu se déplacer pour faire du dépannage. Donc je suis pas si étonné que ça du rebond, et c'est un peu comme une banquise qui est en train de céder petit à petit. On a un écoulement d'eau chaude qui se met à couler un petit peu, et on va pas avoir des gros icebergs qui vont se détacher du jour au lendemain, mais l'Apple Silicon et les puces M1, M1 Max et M1 Pro pourraient éventuellement accélérer cette tendance. Bon. Ah, c'est sûr qu'Apple fait mal avec ses Mac propulsés par ses nouveaux processeurs. Je trouve, juste pour faire une parenthèse, l'allégorie de réchauffement climatique en pleine COP26, je la trouve très osée. Je dis bravo Gilles. Il est fort, notre Gilou. Petite devinette, qui a dit « J'ai l'iPhone 13 et je ne fais pas la différence avec l'iPhone 12 » Bah, on le sait parce qu'on écoute i5. Bon, vous avez la réponse, les amis. Ouais, c'est un gars qui a dansé à la télé, a dit Jean-Christophe, dans i5. C'est le Steve Bah oui, Viber. c'est Steve Wozniak qui a dit ça. Et je rejoins assez ce qu'a dit Jean-Christophe dans i5, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est Steve Wozniak, mais finalement, c'est pas intéressant du tout. Parce que... pas forcément totalement pour les raisons qu'a évoqué Jean-Christophe, mais enfin, c'est une réflexion qu'on peut se faire ou pas. On pourrait aussi dire ça de la version 2021 de la voiture machin par rapport à la version 2020. Finalement, c'est un signe des temps, que ce soit Wozniak ou pas, de voir que les modèles d'iPhone se suivent et se ressemblent, parce qu'on n'en est plus à des évolutions révolutionnaires à chaque nouveau modèle, c'en est la démonstration numéro 2052. Et c'est tout. C'est l'effet que ça me fait, en tout cas. Un petit peu
désabusé, voire aigri notre Steve Wozniak, non? Pas un petit peu, je pense, complètement. Ouais. Ben, il est le type des révolutions, il a essayé plein de trucs, il a mis beaucoup de son argent personnel dans des tentatives de secouer un peu le cocotier, et il n'y a pas des révolutions, il n'y en a pas tous les 4 matins non plus. Donc c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut le lire, comme disait Fabrice, par rapport à l'ère du temps. On a une évolution qui se fait de façon incrémentielle. On n'a pas une grande marche à sauter tous les ans. Il doit avoir une retraite très, très confortable, notre Steve, non? Sans doute. Non, je disais, ça fait un paquet d'années qu'on se fait la réflexion. Les iPhones, il y a quand même généralement une génération avec beaucoup d'évolution, une génération intermédiaire, une génération avec beaucoup d'évolution, c'est pas nouveau, quoi. Donc, mais je pense que c'est l'occasion pour lui de se rappeler au bon souvenir de tous, quoi. Les nouveaux Fit Pro signés Beats, qui appartient désormais à Apple, ont été annoncés en début de semaine. Ils réunissent les caractéristiques des AirPods Pro et peut-être aussi un peu de la deuxième génération d'AirPods Pro qui est attendue pour l'année prochaine. Annulation active du bruit ambiant, support de D-Siri, équalisation adaptive, audio spatial. À l'inverse des studios Buds, les Fit Pro embarquent bien une puce H1 qui permet notamment de les localiser. Ajouter le mode transparence, la résistance IPX4 à l'eau et à la sueur, une autonomie de 6 heures au lieu de 4h30 pour les AirPods Pro sur une seule charge, 21 heures avec l'étui, évidemment. Et même si les Pros sont aussi disponibles en blanc, le design n'est pas celui des AirPods Pro. Le prix non plus. $200, c'est le prix de ces Fit Pro par Beats. Et Apple, au même moment, a sorti, a dégagé du catalogue 3 modèles Beats, les Power Beats, Beats Solo et Beats EP. Je crois que tu as bien aimé la comparaison de Jean-Christophe François dans i5 cette semaine. Ouais, ça m'a fait marrer de dire que Beats c'était un peu le Dacia d'Apple. Effectivement, ça m'a bien fait marrer quand Jean-Christophe a dit que Beats c'était le Dacia d'Apple. Je le rejoins un peu maintenant au niveau tarif, on n'est quand même pas si loin que ça des AirPods. Moi j'ai des Power Beats Pro aux oreilles comme vous pouvez le voir et je suis vraiment très content de ces écouteurs. Ça fait plus de 2 ans que je les ai maintenant et c'est vrai que je fais du sport avec et ils tiennent bien dans l'oreille comparé aux AirPods que j'ai aussi et qui ont tendance à glisser. Donc je pense qu'il y a de la place pour les deux, il y a vraiment pour les deux gammes et c'est bien qu'Apple mette aussi des technos récentes, très récentes sur les écouteurs. Et c'est un peu le cas de Renault par rapport à Dacia aujourd'hui, tant qu'on y est, quand on voit aujourd'hui que la dernière Sandero c'est la même plateforme que la dernière Clio, finalement ça revient exactement au même. Ouais, je suis assez d'accord, je rejoins François sur les AirPods. J'ai eu 2 paires d'AirPods, la première génération, et puis maintenant j'ai des AirPods Pro. Et je me bats toujours avec mon oreille droite, en gros. Et donc j'essaye de trouver des petites astuces pour faire tenir, pour essayer d'ajouter quelque chose qui soit qui empêche de glisser, etc. Et donc du coup c'est comment il s'appelle, les Fit Pro. Je pense que je vais regarder quand il sera temps de changer mes AirPods Pro, ce qui n'est pas le cas. Je pense que je vais regarder de ce côté-là parce que le fait qu'il y ait une petite ailette pour mettre dans l'oreille là, qui soit intégrée et qui donc rentre, c'est ça le vrai problème. Il faut que ça rentre dans la boîte de recharge. Si on ajoute un ustensile quelconque aux AirPods pour qu'ils tiennent dans l'oreille, du coup ils rentrent plus dans la boîte. Et donc c'est beaucoup moins pratique, il faut enlever, remettre, c'est agaçant. Et là du coup je trouve de ce point de vue là c'est vraiment intéressant. Et puis un autre petit point que je voulais souligner, c'est que quand on regarde des vidéos là de tests de tous ces écouteurs, tous les testeurs font maintenant des tests de micro que je trouve vraiment intéressant parce que c'est en plus une démonstration qu'on peut quand on regarde la vidéo entendre. Et tout commence à être vraiment intéressant au niveau du micro, de bonne qualité pour passer des appels téléphoniques. Et ça a l'air d'être le cas pour ces Fix Pro aussi. Et donc je suis vraiment intéressé par ça pour les prochains. Quand LG offre 3 mois d'essai gratuit à Apple TV sur ses Smart TV, 2 conditions pour en
profiter, d'abord avoir une télé connectée LG pas trop vieille, au moins de 2016, et ne jamais avoir été abonné à Apple TV+, ou ne jamais avoir bénéficié d'un essai gratuit. Pour en profiter, il suffira d'aller sur le store LG sur sa télé connectée entre le 15 novembre, et donc dans une dizaine de jours, et le 13 février 2022 au plus tard. Au-delà des 3 mois d'essai, l'abonnement démarrera au prix standard, une offre qui est valable aux US et dans 80 pays, en fait dans tous les pays où Apple TV+ est dispo, et donc aussi en France. Est-ce que ça vous semble une bonne association LG-Apple pour pénétrer le marché du streaming en France, notamment? Bon, de toute façon, je pense que à pied, à cheval ou en voiture, Apple veut promouvoir Apple TV+, développer les potentialités d'écoute, et c'est une solution comme une autre. Maintenant, je suis pas convaincu que ça va avoir beaucoup d'influence. Fabrice? Déterminer l'influence, j'en sais rien, mais c'est vrai que, en tout cas, Apple a l'air sérieux dans sa volonté de développer son catalogue et donc aussi ses abonnés, etc. C'est évidemment un bon moyen de faire. Moi, je préfère avoir un boîtier Apple TV parce que jamais de la vie je ne connecterai une télé à Internet chez moi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis un boîtier Apple TV, ça coûte 200 €. Voilà, quand c'est intégré à la télé, c'est comme ça qu'on rentre dans des marchés vraiment de masse. Donc ça me paraît très bien. Et que plus de gens voient For All Mankind et maintenant Fondation, ça me paraît une bonne idée aussi. Et ça, c'est mon goût, mes couleurs. Pardon. Il y a 2 trucs dans ce que soulève Fabrice, c'est que c'est un bon moyen pour LG d'attirer des gens et surtout d'inciter les gens à se connecter, à connecter leur télé et à ramasser des données comportementales. Je dis même plus des données personnelles parce que on en dérive maintenant aux données comportementales en appâtant en quelque sorte les gens qui voient marqué Apple sur la télé. C'est une façon de les faire rentrer dans ce système. Et puis, il y a un partenariat qui dure depuis un petit moment maintenant entre Apple et LG, et Apple veut, c'est le cas pour AirPlay en particulier. Donc Apple s'ouvre, noue des partenariats, ce qui longtemps n'a pas été on va dire le cœur de sa stratégie et sa, on va dire sa force même. Et puis on va rappeler que LG vend des iPhones en Corée dans ses boutiques, ce qui est pas rien quand même, symboliquement. Montrait enfin son fond d'écran. Je ne sais pas si vous avez remarqué les amis, mais pour la première fois, un macOS est livré sans sa très très belle photo en fond d'écran. Pour montrer, on a eu une représentation, une sorte de dessin d'un canyon sous-marin. Et une bande de potes en Californie se sont dit il manque un truc, là, il va falloir qu'on rattrape cet oubli. Ils sont donc allés sur place à Monterey et ils ont cherché le meilleur spot pour faire ce qui aurait pu être la photo officielle de macOS Monterey. Cette photo, elle est magnifique, elle a été prise depuis le bord de l'océan, on y voit le Pacifique, un pin parasol planté sur un piton rocheux au-dessus de l'écume des vagues. Et ça donne un fond d'écran, alors à la fois en format fixe, donc une photo, et aussi en format dynamique, c'est-à-dire que le fond d'écran change de luminosité en fonction du moment de la journée. Je ne sais pas ce que vous avez comme fond d'écran sur votre Mac en ce moment, mes amis. Fabrice ? Alors moi j'ai une photo que j'ai prise moi-même. J'aime bien faire des photos noir et blanc très contrastées et un peu sombres parce que du coup ça permet de mieux faire ressortir le texte qu'il y a sous les icônes. C'est pour ça que j'ai tendance à ne pas utiliser de photos, qu'elles soient d'Apple ou d'autres, qui sont très colorées, etc. parce que je trouve que ça empêche de bien lire le nom des fichiers, donc j'utilise assez peu ces photos-là. Je les trouve toujours très belles quand elles existent. Moi, je les utilise pas. Voilà. François ? Moi, j'ai une photo de toi, Benjamin. Con. Mais vraiment, sors d'ici, s'il te plaît. J'ai raté l'occasion, zut, alors. C'est pas possible. Gilles, ton fond d'écran, c'est quoi ? C'est celui de Sierra. Non,
le système d'exploitation précédent. Je n'ai pas installé Monterey, par précaution d'abord, par piété filiale par rapport à ce que dit Elie, et puis parce que j'ai bien fait, que ça posait des problèmes avec certains docks USB, et donc j'ai préféré m'abstenir. En tout cas, pour télécharger ce fond d'écran non officiel pour montrer, il suffit d'aller sur le site de ce photographe à l'adresse www.vincher.com et vous aurez à la fois le making of des photos et les liens pour télécharger les versions fixes et dynamiques. Fabrice, tu voulais nous parler de Notability. Raconte-nous. Oui, j'ai trouvé l'histoire intéressante. Il y a une application qui existe sur l'App Store depuis de nombreuses années qui permet de faire de la prise de notes, qui a été assez innovante en termes de prise de notes avec le stylet, et notamment pour faire de la reconnaissance d'écriture manuscrite avant qu'Apple ne l'intègre dans son système. Mais l'histoire, c'est que c'était une application qu'on achetait une fois pour toutes pour peut-être 9-10 $, je ne me rappelle plus, ou 10 €. Et ils ont voulu passer au mode freemium, donc application gratuite, et avec un abonnement ensuite si on voulait bénéficier des fonctions avancées. Et alors ils se sont pris les pieds dans le tapis parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes et de levée de boucliers de la part d'utilisateurs qui se sont dit mais comment ça se fait? Moi j'ai acheté cette application et maintenant on veut me faire payer un abonnement. Alors ils se sont pris les pieds dans le tapis parce que ils ont dit que ceux qui avaient acheté la version complète devraient obligatoirement passer à l'abonnement au bout d'1 an par exemple. Et je trouve le sujet intéressant parce que ça pose vraiment quand même la question de la valeur des applications, de ce qu'on achète. Je ne sais pas comment c'est autour de vous, mais moi je vois beaucoup de gens, quand je leur propose, je leur suggère une application, si elle est payante, même si ça coûte 2 €, ils vont dire « Ah bah non, c'est payant, je la prends pas ». Et globalement, je trouve que c'est très injuste quand même pour la plupart des développeurs. C'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet, parce que 2 €, quand ensuite je fais des fois remarquer à des gens comme ça, on va prendre un café et puis ils vont payer leur café 2, 3 ou 4 €, machin, et ça leur pose pas de problème. Et je trouve ça dommage parce que on a vraiment perdu cette notion de valeur du service et de travail. Et donc il y a beaucoup de développeurs quand même qui gagnent pas leur vie parce que ils n'arrivent plus à vendre leurs applications. Alors je ne sais pas si les développeurs de Notability ont fait ça bien ou mal. J'ai pas tellement d'avis, j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais ça m'a beaucoup frappé cette histoire de voir la levée de bouclier sous prétexte qu'un développeur avait souhaité changer de modèle économique pour vivre, probablement aussi bien que possible. Effectivement, une histoire assez caractéristique de l'ère du temps, sans doute. Oui, on dirait aussi, parce que c'est... bon, il y a le problème de l'abonnement, il est classique, pardon. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui passent en modèle d'abonnement. On a tous, autant que nous sommes, plusieurs abonnements. Des fois, il y a des abonnements qu'on oublie et on s'aperçoit au bout de quelques mois qu'on paye tous les mois quelque chose pour des services qu'on n'utilise pas. Alors on se dit, ah bah quand même, c'est embêtant. Mais dans le cas d'une application, je pense qu'il ne faut pas oublier que les développeurs ont globalement très souvent des frais fixes tous les mois parce qu'ils payent un serveur ou deux, parce qu'ils font du développement, etc. Et donc quand on achète une application une fois pour toutes et qu'on la paye 5 € et qu'on l'utilise pendant 6 ans, le développeur ne gagne pas sa vie. Et je trouvais intéressant et important de parler de ce sujet-là, quoi. Bien, merci Notability, Fabrice, d'avoir éveillé notre intérêt sur le cas de cette appli. On va finir ce JT de la semaine par le film disponible depuis quelques heures sur Apple TV+. Tom Hanks en superstar d'un monde dans lequel il est quasiment peut-être
peut-être même le seul survivant, c'est Finch. Est-ce que vous allez regarder Finch, mes amis? Oui, Finch et Tom Hanks surtout. Et Tom Hanks surtout. J'adore cet acteur. Ah Moi oui, aussi, oui, je suis fan. pour Tom Hanks, tellement de films formidables. C'est un acteur, oui, que j'aime beaucoup. Et dans le cadre d'Apple TV+, il y avait donc eu déjà Greyhound, qui est formidable. Pendant le confinement, que j'avais trouvé absolument formidable comme film. C'est de bataille navale. Ouais. Avec Tom Hanks en capitaine de navire. Touché. De la Navy. Hein. Ouais, c'était magnifique. Donc bien sûr, j'ai très envie de regarder ça. Oui. Gilles? Alors, je me garde la surprise totale pour demain. Et Nicolas Demorand l'avait assez bien caractérisé. Je parle de Tom Hanks en disant que c'était le type taiseux qui serrait les dents et qui, contre vents et marées, faisait ce qu'il avait à faire. Truc très américain. Et en fait, faisait et produisait toujours le même film avec le même personnage. Alors, c'est un peu... Je trouve ça un peu méchant. J'attends de voir si ça va être la même chose. Mais moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup Tom Hanks. Et j'avais adoré Greyhound. C'était vraiment un truc très... qui avait été racheté à Sony, d'ailleurs. Hein. C'est pas une production originale. Une production originale Apple. Bon, ça m'énerve un peu les confrères qui disent du mal, parce que c'est mieux de dire du mal. Voilà. Alors pour continuer à dire je du ne bien supporte de pas Tom qu'on Hanks. critique Tom Hanks. Voilà. Oui, mais ouais. Alors continuons à en dire du bien, justement. Pour ceux qui parlent anglais et éventuellement profiter du sous-titrage automatique de YouTube, je vous propose d'aller voir l'extrait de l'émission de Jimmy Kimmel, qui est un gars qui fait un talk show du soir là, aux États-Unis. Et Tom Hanks était l'invité il y a un jour ou deux. Et pour ce film-là, pour faire un peu la promo, mais on voit, il y a une interview qui dure 10-12 minutes, toute l'étendue du talent de Tom Hanks, parce que à un moment, il prend 2-3 minutes pour se moquer, mais assez bruyamment, de Jeff Bezos et des voyages dans l'espace, en disant, on lui pose la question, mais est-ce que Jeff Bezos vous a proposé, on dit que Jeff Bezos vous a proposé d'aller dans l'espace avant même William Shatner. Et Tom Hanks qui répond, on m'a proposé, oui, c'était 28 millions de dollars. Alors franchement, non, quoi. Et il a commencé à mimer, écoutez, je vais vous le faire. Et il a fait le voyage dans l'espace en quelques minutes en disant, voilà, vous pouvez le faire chez vous plutôt que de payer 28 millions de dollars, terminé. Quoi. C'est extraordinaire. Excellent. C'est un moment formidable de télévision, faut aller regarder ça. À propos de Tom Hanks et d'Apple TV+, j'attends avec impatience la mini-série sur la 8e Air Force. Elle est toujours en préparation, elle est annoncée depuis les débuts d'Apple TV+. La mini-série sur ce que la 8e armée de l'Air Force américaine a pu accomplir pendant la Deuxième Guerre mondiale et les risques qu'ils ont pris dans des conditions absolument apocalyptiques au début, puisque ils avaient des taux de perte absolument apocalyptiques. Enfin, c'est un truc de folie, quoi. Bon, à suivre bientôt sur Apple TV+. Merci les amis pour ce très très gros JT de la semaine, c'était passionnant. Dans un instant, on va dire un mot, non pas de la mise à jour de la semaine, mais de la bêta de la semaine qui est sortie pour les développeurs. À tout de suite. La première bêta développeur de macOS Monterey 12.1 est disponible donc pour les développeurs uniquement. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que on n'a toujours aucune nouvelle de contrôle universel. Cette fonction magique qui avait été présentée à la WWDC et qui permet, vous le savez, d'utiliser le même clavier, la même souris avec un curseur qui passe d'un appareil à l'autre, de son Mac à son iPad par exemple. La bonne nouvelle, c'est le retour de SharePlay dans cette bêta de macOS Monterey, quasiment simultanément avec donc son arrivée dans iOS 15.1. Vous avez fait les mises à jour d'ailleurs, iOS 15.1 les amis ?
Oui. 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 Bah, on a tous Oui, ça fait la marche. mise à jour. Ça marche pour l'instant. Pas de problème. Voilà. Vous allez donc bientôt pouvoir synchroniser et partager vos visionnages de séries et vos écoutes de musique, y compris depuis votre Mac avec vos amis. Et Gilles, la semaine dernière, on parlait des mises à jour pour les HomePod en 15.1. Tu as fait ces mises à jour ? Qu'est-ce que ça donne ? J'ai fait la mise à jour et j'ai mis à niveau les HomePod. Les HomePod mini et la qualité, si on a la chance de tomber sur de dénicher un fichier en Dolby Atmos, c'est vraiment extrêmement impressionnant, un petit peu comme visuellement la 3D et les lunettes, comme dans Le Hobbit. Au moment donné, il y a une abeille qui se balade devant vos yeux. Là, de temps en temps, vous avez la batterie qui est, de façon auditive, vous avez la batterie qui est un petit peu plus loin dans l'espace et vous demandez d'où elle vient, quoi. Attends, je te fais le Dolby extra... Atmos. Je te fais le Dolby Atmos. Terminé. Ils sont moqueurs. Bon bah écoute, moi j'ai pas encore essayé. J'avoue, j'ai pas eu le temps encore d'essayer le Dolby Atmos sur les HomePod mini. Mais on va essayer et on pourra en discuter la semaine prochaine, c'est promis. Et on écoute en Maya l'abeille, du coup. Évidemment. Ouais, on pourrait parler du Dolby Atmos parce que je suis pas convaincu, moi, hein, franchement. Je me suis fait la même réflexion que toi, Fabrice, au départ. La lecture est comme étouffée sur des vieilles enceintes. On parlait de mon ampli Luxman en début d'émission. Je le désactive quand je suis dans le séjour et dans la chambre où on a mis les HomePod, là j'ai recommencé à le mettre par curiosité et systématiquement on écoute comme ça. La qualité est vraiment là avec des dispositifs d'écoute qui sont capables de simuler de façon logicielle cette fonction. Bon, faudrait que j'essaye peut-être un peu plus avant. J'ai essayé quand même sur le nouveau MacBook Pro. En fait, ce qui m'épate le plus avec le Dolby Atmos et le son spatial, c'est que Apple en fait beaucoup la promotion, y compris donc sur tous ces appareils des HomePod mini, donc au nouveau MacBook Pro, en passant par les AirPods. Et pour l'instant, moi j'ai toujours le même impression, et notamment sur le MacBook Pro, alors j'étais très impressionné par le placement des instruments. Alors là, pour le coup, quand on est en face du MacBook Pro, on a un morceau spatial, et alors là, on a des choses qui sont sur les côtés, c'est formidable. C'est incroyable. Et après, on remet la stéréo, et on entend la musique, quoi. C'est-à-dire que, enfin, c'est l'effet que ça me fait, hein. Là encore, c'est chacun a ses propres oreilles, mais je suis très surpris. Je trouve que y a du placement spatial, mais que ça rend la musique. Et j'ai essayé plein de morceaux différents, et j'ai vraiment c'est du spatial, et pourtant pour moi ça aplatit le son. Voilà, je suis pas du tout client pour le moment. Je resterai. Les rumeurs de la semaine. Allez, 2 petites rumeurs, 3 petites rumeurs, 4 petites rumeurs peut-être, si vous êtes sage. On commence par la première. Le casque de réalité augmentée d'Apple entrerait en production dans 1 an, au 4e trimestre 2022. C'est ce que prédit notre ami Ming-Chi Kuo, qui annonce aussi la 5G et le Wi-Fi 6E pour la connectivité, puisque pour la connectivité, avec des flux vidéo jusqu'à 120 Hz, objectif, un casque de réalité augmentée sans fil et quasiment sans latence, ce qui serait une première. La même techno est envisagée pour les casques dans les cartons du côté de chez Sony et de chez Meta. Oui, Meta, le nouveau nom de Facebook. Il faut s'habituer, hein, mais ça va venir, je crois. On avait dit 2022 pour ce casque, donc ce serait plutôt fin 2022, François, hein, c'est ça ?
Ouais, on tend vers ça. Après, comme tout, faudra voir si la pénurie des semi-composants repousse pas un peu plus encore le travail. Je suis assez dubitatif, et puis on annonce quand même des tarifs assez importants de l'ordre de $2000 d'après ce qui est annoncé. Donc ça risque d'être un produit très élitiste quand même. Donc je pense que je l'achèterai et puis je le renverrai au bout de 15 jours parce que j'en aurai pas l'usage. Tu pourras peut-être le garder 2 mois et demi si tu l'achètes après le 1er novembre 2022. Exactement. Ça a un vrai intérêt, c'est que ça va faire passer les MacBook Pro pour des machines pas très chères finalement, c'est bien. On parle toujours entre nous d'un casque premium avec une résolution 8K, des processeurs et des capteurs musclés, mais les lunettes, les fameuses Apple Glass, sont toujours aussi dans le pipe. On parle là d'un autre projet qui sortirait lui en 2024 ou en 2025. On en avait parlé avec notre confrère Mac Gurman de Bloomberg. La réalité augmentée, c'est pour les lunettes. Le casque, c'est de la réalité virtuelle. Oui, c'est probable. Je sais pas. Le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en sera. On peut faire de la réalité augmentée avec un casque s'il y a une caméra dessus. Hein. Non, t'as raison. La logique voudrait que ce soit ça, mais j'ai jamais entendu parler à Tim Cook. Je l'ai jamais entendu parler de réalité virtuelle. Dont il avait dit que ça l'intéressait pas, je crois d'ailleurs. Faudrait vérifier, ouais. Et s'il encoche après l'iPhone, après les nouveaux MacBook Pro, après le MacBook Air probablement l'an prochain, et s'il encoche débarquait sur l'Apple Watch, notre confrère de Bloomberg justement, Mark Gurman, a publié il y a quelques jours une photo de la future montre connectée de Meta, donc le nouveau nom de Facebook, allusion au métaverse, si cher soudain à Mark Zuckerberg. Et cette smartwatch Meta est dotée d'une caméra et donc d'une encoche. Alors à votre avis, à quand FaceTime sur une Apple Watch avec une caméra et sans doute aussi une encoche? Ouais, des appels vidéo en direct de mon nez, formidable. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, oui. Je suis un peu perplexe. On se rappelle que le projet Google Glass de Google est tombé à l'eau, en grande partie parce qu'il y avait une caméra dessus qui a rendu les gens dingues en disant mais du coup Google nous filme tout le temps. Facebook a pas l'air d'avoir de scrupules à mettre des caméras partout, donc on va être un certain nombre à ne pas en vouloir. Qu'Apple mette une caméra sur sa montre, de ce point de vue-là, franchement, j'ai un gros doute. Hein. J'ai vraiment un gros doute. D'autant que Tim Cook a dit qu'il n'était pas question pour lui de mettre des caméras partout, et en particulier sur les lunettes. Il me semble que soit c'est Tim Cook, soit c'est Mark Gurman. Gilles, je me souviendrai longtemps de ta réaction quand on avait traité la news de la sortie des lunettes Facebook Ray-Ban il y a quelques semaines. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Genre ils peuvent se les garder leurs lunettes. Enfin, t'avais été extrêmement clair. Ah oui. François, tu y crois toi à cette hypothèse de caméra sur une Apple Watch, caméra FaceTime? Je vois pas trop l'intérêt, et puis ça augmentera sans doute le tarif, donc non. Voilà. Non, autant avoir l'écran grand comme on l'a aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il fasse machine arrière, donc non, j'y crois pas du tout. Et puis on termine avec l'hypothèse de MacBook Pro à écran OLED. Ce serait pas pour tout de suite. C'est un vrai serpent de mer, ça. On en entend parler depuis quelques mois déjà, voire quelques années. Ce serait repoussé pour 2025, et alors c'est bien, on est déjà rendu à 2025. Donc je les commanderai du coup le 1er novembre 2025. Dans l'idée, en fait, on aura le droit à des écrans OLED un jour ou l'autre maintenant. Je pense pas que ce soit l'urgence. Moi, je trouve que les écrans des nouveaux MacBook Pro sont vraiment top, vraiment très très agréables, donc je suis pas pressé. Comme les écrans d'iPad, en fait, des écrans mini LED, c'est très très bien. Donc voilà, ce serait OLED pour iPad en 2024 et pour MacBook Pro en 2025. Donc on a le temps de dormir un certain nombre de nuits d'ici là. Allez, dans un instant, le tuto audio de la semaine. Je vous explique les différences entre SMS et e-message. À tout de suite. Le tuto audio de la semaine, comment faire la différence entre SMS et e-message et dans quel cas utiliser l'un plutôt que l'autre. D'abord,
Première notion, il ne faut pas mélanger message au pluriel, qui est le nom de l'appli sur iOS, iPadOS et macOS, avec e-message, qui correspond donc à l'un des deux types de messages que vous pouvez échanger. Alors historiquement, il y a d'abord eu les SMS, Short Messaging Service, avec du texte seul, et MMS avec des photos. Les SMS, aussi appelés textos, sont compatibles avec tous les téléphones mobiles, quel que soit leur modèle et leur marque. Ils ont au moins deux particularités. D'abord, ils ne sont pas chiffrés et donc voyagent sur le réseau mobile en clair. Et puis, ils apparaissent sur nos appareils Apple dans des bulles de couleur verte. Tous les forfaits mobiles, même les moins chers, permettent d'envoyer des SMS. Les e-messages, eux, sont un format de message plus récent, propre à Apple. Ils ne peuvent donc voyager qu'entre appareils Apple et nécessitent une connexion Wi-Fi à Internet ou un forfait data. En Wi-Fi, l'envoi d'e-messages est indolore, mais si vous n'êtes connecté à aucun point d'accès en Wi-Fi, alors l'envoi de e-messages va utiliser votre forfait data qui dans la plupart des cas n'est pas illimité. Les e-messages sont toujours chiffrés et ils apparaissent dans une bulle de couleur bleue. Pour pouvoir envoyer les deux, à savoir SMS et e-messages, il faut d'abord vous assurer que les e-messages sont activés dans vos réglages, ce qui n'est pas le cas par défaut. Sur votre iPhone, allez donc dans Réglages, Messages, puisque c'est le nom de l'appli, et vérifiez que le bouton est bien vert en face de e-message. Une fois e-message activé dans les réglages, le choix du type de message est fait automatiquement par votre appareil. Si votre correspondant n'est pas sur un appareil Apple, ce sera du SMS. Si vous n'êtes pas relié à du Wi-Fi ou si votre connexion cellulaire data ne fonctionne pas, pareil, ce sera du SMS. Au contraire, si votre correspondant est sur iPhone, iPad ou Mac et si vous êtes connecté, alors votre message partira en e-message. Les e-messages permettent en fait de partager beaucoup plus que du texte, des photos ou des vidéos. Vous pouvez partager votre localisation GPS, des messages vocaux, des stickers, des gifs animés, de la musique. Vous pouvez même désormais envoyer de l'argent via Apple Pay. Enfin, vous bénéficiez d'accusés de réception et de lecture si votre correspondant le permet et vous voyez en temps réel à quel moment il ou elle est en train de taper son prochain message. Vous savez, ce sont ces petits points qui bougent. Les e-messages ont aussi l'avantage ou pas de se synchroniser grâce à iCloud sur tous vos appareils. En cas de perte, il vous suffit de reconfigurer votre identifiant iCloud et tout votre historique de messages reviendra comme par magie sur votre nouvel appareil. Quelques tuyaux à présent, si vous avez peur de trop tirer sur votre forfait data à cause d'e-messages sans vouloir y renoncer pour autant, vous pouvez choisir d'activer la qualité d'image inférieure. C'est dans Réglages, tout en bas de la page Messages. Contrairement aux SMS, les e-messages ne coûtent pas plus cher quand ils partent loin. Pour envoyer des e-messages depuis un iPad non cellulaire et donc sans carte SIM, pas besoin de posséder un numéro de téléphone, il suffit d'avoir une adresse mail reliée à un compte iCloud et un accès Wi-Fi. Que se passe-t-il parfois quand l'envoi d'un e-message dans sa bulle bleue semble caler et prendre une éternité ? Eh bien, c'est sans doute que votre destinataire n'est à cet instant plus connecté à Internet. Dans ce cas, il peut être intéressant de forcer l'envoi, non pas en e-message, mais en SMS. Si c'est temporaire, une fois que vous avez cliqué sur « Envoyer », cliquez immédiatement sur la bulle du message apparue dans la conversation. Maintenez votre doigt jusqu'à ce qu'apparaisse un menu contextuel avec cette option « Envoyer par SMS » et le tour est joué. Évidemment, si ça devait durer, le plus simple resterait de désactiver les e-messages comme on l'a fait tout à l'heure pour les activer dans Réglages, Messages. Ainsi, tous vos messages seront désormais envoyés uniquement sous forme de SMS. Voilà pour ce tuto audio. Dans un instant, nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine dans iWeek. On commence par toi, Fabrice. Tu n'es plus l'invité, tu fais partie de la bande maintenant. Même si tu es un petit peu intermittent. Mais à toi l'honneur. Tu dis que tu as plusieurs coups de cœur. Est-ce que tu veux en choisir un ou est-ce que tu veux nous en livrer plusieurs ? Alors, je vais essayer d'en livrer plusieurs en prenant pas trop de temps. Le premier, c'est l'utilitaire Onyx, qui est un utilitaire gratuit qui permet de faire tout un tas de réglages sur son Mac, des réglages cachés, des choses comme ça. Alors, je m'empresse d'ajouter à utiliser avec précaution. Mais ça permet par exemple de faire un peu de ménage sur un disque si on veut
faire par exemple effacer les snapshots de Time Machine qui sont stockés en local sur le disque interne d'un Mac. Et tout un tas de réglages comme ça. Il y a une version qui est spécifique à chaque OS, à chaque version d'OS. La version pour Monterey vient de sortir. Donc Onyx, ça s'écrit O-N-Y-X, et vous pouvez le chercher et le trouver comme ça. C'est vraiment excellent. Un petit détail, dans Big Sur, il y avait l'icône dans la barre de titre des fenêtres du Mac qui avait disparu. Et qu'on peut faire réapparaître en allant dans les préférences système, accessibilité et affichage. C'est une petite chose très pratique pour connaître la hiérarchie d'un dossier. Quand on est dans une fenêtre du Finder, on peut faire un commande-clic sur cet endroit, sur cette icône-là, mais on peut aussi saisir l'icône pour la déplacer, pour faire une copie, etc. C'est un petit truc un peu geek, mais un peu vraiment pratique. Et Apple, je suis toujours très étonné, ils font beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments d'interface graphique qui disparaissent. Pour savoir où cliquer, il faut d'abord savoir qu'il y a quelque chose à l'endroit qu'on vise. C'est comme par exemple pour faire des nouveaux dossiers dans l'application Mail, dans la colonne de gauche, il faut savoir qu'on va survoler un endroit très spécifique de la colonne de gauche pour faire apparaître un petit bouton plus pour créer un nouveau dossier. C'était pareil pour cette icône dans la barre de titre et on peut la faire revenir grâce à cette fonction d'accessibilité. Je retrouve ça très bien. J'ai évoqué tout à l'heure la série Fondation. Pour les anglophones qui comprennent l'anglais, je conseille vivement le podcast officiel de Fondation, le podcast officiel d'Apple, donc de Fondation, qui permet de suivre une sorte de décortiquage de chaque épisode avec le créateur de la série. Je trouve ça absolument passionnant sur le monde qu'il crée, les choix qu'ils ont fait pour adapter l'histoire, qui commençait, enfin ceux qui ont lu Fondation savent que c'est vraiment très difficile à adapter, et je trouve ça formidable. Et en clin d'œil, je voulais dire que François nous a promis un fond d'écran de Belle-Île, plutôt que le fond d'écran de Monterey. De macOS Belle-Île. macOS Belle-Île, donc voilà, il l'a dit, il l'a promis, donc ce sera mon coup de cœur avant qu'il le fasse, mais pour être sûr qu'il le fait, voilà. Et moi, ma bouteille de champ est au frais, au cas où un jour, un OS s'appelle Belle-Île, François. Ah oui. Tim, si tu nous écoutes. Bon, François, puisque tu te fais remarquer, on va passer à toi. Ouais, moi j'ai un petit coup de cœur. J'ai eu l'occasion de souvent critiquer Adobe pour leur politique tarifaire, mais de temps en temps j'en dis du bien quand même. Et il y a un nouvel outil il y a une modification de l'outil Mask sur la dernière version de Lightroom Classic pour ceux qui aiment bien utiliser le logiciel pour cataloguer leurs photos. Moi j'utilise beaucoup, j'ai une bibliothèque assez importante de photos. Et donc ils ont amélioré un peu cet outil-là qui est capable maintenant directement de détecter des personnes, qui est capable de détecter un ciel, etc. Ça reprend un peu le même principe que les masques de fusion sur Adobe Photoshop, pour ceux qui utilisent Photoshop. Donc voilà, ça fonctionne vraiment très bien, j'en suis très content. Et même si j'envisage un jour de réussir à quitter Adobe pour passer à des logiciels, pourquoi pas français, je vais faire une super transition pour mon ami Gilles. Mais voilà, bravo Adobe, la technologie marche bien et je pense que c'est basé sur Adobe Sensei, l'intelligence artificielle développée par nos chers amis de chez Adobe. Gilles, à toi la main pour ton coup de cœur de la semaine, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est DxO Filmpack 6. C'est un logiciel qui va émuler à partir d'un fichier numérique une photo argentique avec des algorithmes qui sont assez futés et qui sont vraiment au plus près de ce que peut donner au point de vue sensitométrie, au point de vue granulation et au point de vue dynamique, telle ou telle pellicule qui va pas réagir de façon uniforme. Et ils en sont à la fonction 6. C'est un logiciel qui n'est pas mis à jour tous les ans. Là, ça faisait plusieurs années. Et cette année en particulier, ils ont ajouté une petite interface et une fonction qu'ils appellent Time Machine. Enfin, pensez
un certain nombre de choses utilisateurs de Mac. C'est une machine à remonter le temps qui permet d'obtenir des rendus de telle ou telle période de la photographie en remontant par décennie ou d'avoir des rendus en fonction des rendus cinématographiques. Si vous avez une copine ou une épouse avec une chevelure abondante, vous pouvez essayer le mode Rita Hayworth, etc. Enfin, je plaisante, mais enfin, c'est un peu l'idée. Je trouve que l'idée est très très bonne parce que il y a également une mise en perspective dans le contexte historique de l'époque. On a une petite fonction encyclopédique et je trouvais ça assez futé culturellement. On n'est pas uniquement des consommateurs de fonctions comme avec un logiciel, la vision ordinaire du logiciel. Alors, mon ami François, putain, qu'est-ce qu'on se fait comme rond de jambe dans cette émission, parler de ces coups de gueule à propos de la politique tarifaire d'Adobe, et Fabrice parlait de la difficulté de vivre pour les développeurs. Ça n'a pas toujours été facile pour DxO. Là, je trouve qu'il y a un petit bond dans le tarif qui n'avait pas augmenté depuis un certain nombre d'années. Là, il y a deux versions. La version essentielle qui est à 85 €, avec un prix préférentiel pour le lancement à 55 €, mais la version Elite qui permet d'aller plus loin est à 110 €, 109,99 en prix de lancement au lieu de 139 €. Ça fait un petit peu cher à mon sens, mais c'est un logiciel que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, parce que parallèlement, ça fait plusieurs années que je me suis remis à la photo argentique, tantôt avec un 135, avec un 36, un 24-36 au moyen format, et c'est ce que j'ai vu de plus proche, le plus proche, oui, de la réalité en émulation logicielle. Merci les amis pour vos coups de cœur de la semaine. Clap de fin sur ce 11e numéro de la saison 2, épisode 63 si vous suivez la compta avec nous depuis le début. Merci de votre fidélité, de votre amitié. Si vous aimez iWeek, la semaine Apple, le podcast, deux moyens de nous le faire savoir. D'abord, devenir contributeur sur Patreon à l'adresse patreon.com/iWeek à partir d'1,50 € par épisode. Et puis, vous pouvez déposer un avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Depuis la rentrée, vous êtes bien discret. Alors, allez-y, laissez parler votre cœur et on vous lira la prochaine fois dans le prochain épisode. Pour suivre l'actu Apple au quotidien, essayez i5, notre podcast d'infos du lundi au vendredi à la mi-journée. Plus de 20 épisodes pour 3,99 € par mois. Vous avez 3 jours d'essai gratuits et c'est sans aucun engagement. Vous arrêtez votre abonnement quand vous le voulez. Twitter, @iWeekNews et @i5fr avec le hashtag iWeekLSA comme la semaine Apple. Je vous salue mes amis, merci d'avoir été là. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous tous, j'étais très très content de pouvoir participer de nouveau à cette belle émission. J'espère, malgré mes promesses du début, ne pas avoir été trop bavard. Non. J'espère vous revoir bientôt. Avec grand plaisir Fabrice, quand tu veux, tu es chez toi, toi aussi. Salut Gilles. Salut Fabrice, salut François et salut Benjamin. Et salut François. Salut à tous, à très vite et portez-vous bien. La semaine prochaine, si tout va bien, le retour du chef Eli et de Jean-Christophe. Rendez-vous jeudi 11 novembre 2021. iWeek ne connaît pas les jours fériés pour l'épisode 64. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Bon week-end et à très vite. Bye bye. Bye bye. Bye bye.